J'ai fait 4 ans sans aller à l'école. Et puis, c'est l'année-ci que je suis partie à l'école en septembre. Tout le monde dit qu'il est bizarre, mais moi, je ne dis jamais qu'il est bizarre. Moi, je dis toujours qu'il est traumatisé. Parce que ce qu'il a vécu, ce n'est pas facile. Il n'a même pas encore 10 ans. C'est un enfant de 8 ans. Et il m'a parlé des hommes qui le violaient. Ce sont les hommes qui étaient dans la cinquantaine, qui partaient à 60 ans. Un homme comme ça qui monte sur un petit enfant, c'est pour faire quoi de lui? Ils vivent dans l'ombre, au bord des trottoirs, au rythme d'une survie quotidienne. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays africains, les enfants de la rue sont les visages oubliés d'une génération sacrifiée. Pourtant, derrière chaque regard fatigué, il y a une histoire, un rêve, un droit, souvent bafoué. À Douala comme à Yaoundé, certains de ces enfants ont trouvé refuge, accueillis et accompagnés par les chaînes Saint-Nicodème et le foyer de l'espérance. Ils vivent désormais dans des centres où on leur redonne une chance. C'est dans ce cadre qu'une colonie exceptionnelle les a rassemblés à Kribi, dans les locaux de Don Bosco. Une initiative commune qui a permis aux enfants venus des deux villes de se rencontrer, d'apprendre, de s'exprimer et surtout de devenir acteurs de leur propre cause. Pendant quelques jours, ils ont été invités à découvrir leurs droits, à stimuler leur créativité à travers des ateliers et à porter un plaidoyer vivant en faveur de tous les enfants laissés pour compte. Ce reportage vous amène au cœur de cette initiative unique où l'on ne parle pas seulement pour les enfants, mais avec eux. Car pour que les choses changent, ils doivent être au cœur de la lutte et non à ses marges. Bon, l'idée de ce séjour à Kribi est venue de nos partenaires, les apprentis d'Auteuil, qui ont proposé que nos jeunes puissent avoir une instance de brassage et dans cette rencontre nationale qui pour nous est une rencontre qui prépare aussi à une autre rencontre internationale à Brazzaville. Donc le but de cette rencontre de Kribi est de choisir 4 jeunes qui représenteront nos 2 foyers, la chaîne des foyers Saint-Nicodème et le foyer de l'Espérance à Brazzaville. Trop souvent, les enfants de la rue sont réduits à une étiquette, celle de la délinquance, de l'échec ou du danger. Abandonnés à eux-mêmes, livrés à la rue, bien plus qu'ils ne l'ont choisi. Ils deviennent invisibles dans une société qui préfère détourner le regard plutôt que de questionner ses responsabilités. Marginalisés, rejetés, parfois même criminalisés, ces enfants grandissent sans repère, sans protection et sans perspective. Leur quotidien, c'est la débrouille, la violence, la faim et l'indifférence. Pourtant, ils ne sont pas dénués de talent, de rêve ou d'intelligence. Ce qui leur manque, c'est un cadre, une écoute, une main tendue. Et pour vraiment comprendre l'urgence et la profondeur de leur vécu, il faut leur donner la parole. Ces enfants que l'on accuse, souvent sans les connaître, nous ont ouvert une fenêtre sur leur réalité. À travers leurs mots, parfois timides, parfois bruts, c'est toute une souffrance silencieuse qui se révèle. À travers les voix de leurs encadreurs, c'est tout un combat de l'ombre que l'on découvre. Je vivais chez ma tante à Yaoundé, mais quand elle a eu mon CEP, elle a refusé de m'envoyer à l'école. En fait, elle n'avait pas de l'argent. J'étais seule à la maison. Avec ses enfants, on ne partait pas à l'école. Et il n'y avait rien à faire. Mais après, il y a eu un peu de l'argent, elle a envoyé ses enfants. Mais il n'y avait pas l'argent pour moi. Et puis, je me suis dit, je sors, il m'avait aussi me chercher. Il faut que je continue l'école. Et puis, j'ai fait 1 an et demi à Yaoundé, que j'étais dans la rue. Et puis, j'ai suivi les rumeurs de Nangaboko qui m'ont dit j'ai une chaîne de foyers à Douala, à la procure. C'est aussi comme ça que je suis quitté. Je suis parti, mais je ne connaissais pas la procure. Ça, la douche que j'ai vue, M. Bobby, je ne le connaissais pas. Lui-même, il m'a aussi vu. Et puis, il a commencé à me poser les questions, je lui ai répondu. Et puis, il m'a dit donc, est-ce que je veux fréquenter? Je lui ai dit que oui, je veux continuer
l'école. Il m'a donc dit, ok, je vais t'amener à la chaîne de foyer Saint-Nicodème, mais tu vas continuer ton école. Je lui ai dit que, ok, monsieur. Et puis, il m'a amené. Là-bas, j'ai fait... Avant qu'il ne m'amène, j'ai d'abord fait 1 an et demi à Douala. Ce qui a fait 3 ans. Et puis, il m'a amené, je suis parti faire la stabilisation 1 an. Donc, ce qui veut dire, j'ai fait 4 ans sans aller à l'école. Et puis, c'est l'année-ci que je suis parti à l'école en septembre. Là, au niveau du pied, si vous avez remarqué, j'ai toujours les chaussettes. J'ai toujours les chaussettes. Même quand on part à la plage, j'ai les chaussettes. C'est d'abord parce que j'aime pas qu'on ait pitié de moi. Et c'est pour ça que je ne voulais pas parler de ça au début. Mais j'ai une blessure ici au pied. Là. Juste là. Ce sont les enfants normaux, comme tous autres enfants, mais qui ont eu vraiment les difficultés en famille avant de se retrouver dans la rue. Donc, ils sont aussi comme les enfants que nous avons à la maison. Et tous ont les mêmes habitudes, qu'on ne se trompe pas. Tous ont les mêmes habitudes. Et nous, maintenant, nous les prenons, bon, moi je les prends comme les miens à la maison. C'est comme ça que je les gère, parce que même à la maison, nous avons les enfants têtus. Donc ceux-là sont pareils, moi je les vois pareils avec les miens à la maison et je les éduque à la même manière que j'éduque les miens à la maison. Je ne vois pas autre particularité. Bon, peut-être ils en ont, mais ensemble avec moi, ils cachent peut-être. Mais pour les habitudes, c'est les mêmes habitudes avec les enfants qui sont à la maison. Dès notre arrivée à Kribi, l'ambiance était chargée d'excitation, de curiosité et parfois d'un peu de retenue. Les enfants, venus des centres de Yola et de Yaoundé, se découvraient, observaient, cherchaient leur repère. Nous avons ouvert cette colonie par une première rencontre essentielle, la présentation du programme de la semaine. L'objectif était clair dès le départ, vivre ensemble, apprendre ensemble, mais surtout construire un cadre où chacun se sente respecté, écouté et en sécurité. Et ce sont eux-mêmes qui ont posé les bases, des règles simples, claires, choisies collectivement, pour que le séjour se déroule sans heurts. Cette première étape a marqué un tournant. Les enfants ne venaient pas juste recevoir un programme, ils devenaient acteurs de leur propre expérience. Le travail de fond a véritablement commencé avec la projection d'un film documentaire, un moment fort qui a captivé toute l'attention. Le film retraçait les situations d'enfants privés de leurs droits à travers plusieurs pays du monde, l'Inde, le Sénégal, le Mexique. Les enfants regardaient, silencieux, concentrés. Beaucoup ont été surpris de découvrir que la violation des droits de l'enfant ne se limitait pas au Cameroun. Cette ouverture sur le monde a provoqué un choc salutaire. Ce qu'ils vivent ici, d'autres le vivent ailleurs. Leurs combats sont partagés. Pour beaucoup, cette prise de conscience a marqué un avant et un après. Je ne suis pas seul et je peux faire partie de ceux qui changent les choses. Bon, quand j'ai regardé le film, non, ça m'a touché. Quand on montrait les enfants de la rue, les enfants, les petits enfants qui travaillent, au lieu d'être à l'école, ils sont en train de travailler dans les rues pour avoir l'argent et pour nourrir leur famille. Et d'autres aussi qui sont dans la rue, qui n'ont pas où rester habités. C'était vu. J'étais vraiment pas du tout bien. Parce que entre la différence du Cameroun et du Sénégal, il n'y a pas la différence parce que les deux, c'est presque la même chose. Les enfants souffrent au Sénégal, même chose en France, c'est la même chose ici, sur les droits des enfants. C'est parce qu'on ne veut pas faire respecter les droits des enfants, c'est pour cela que les enfants ils partent dans la rue. Une fois pleinement entrés dans le bain des activités, les enfants ont été sensibilisés en profondeur sur la question des droits de l'enfant. Ce n'était pas un simple cours, ni un discours à sens unique. Les encadreurs ont adopté une méthode inclusive, participative, où chaque enfant pouvait comprendre les enjeux par lui-même, poser des questions, s'exprimer librement. L'idée était claire, mettre les enfants au centre de la lutte, leur permettre de s'approprier leurs droits et de devenir eux-mêmes des acteurs du changement.
Pour ancrer cet apprentissage de manière vivante, les enfants ont été invités à choisir des formes artistiques, théâtre, chant, dessin, slam, afin d'exprimer ce qu'ils avaient compris, ressenti, retenu. Mais cette expérience allait bien au-delà de l'atelier créatif. Dans le cadre du projet, chaque groupe devait désormais se concentrer sur un droit précis, celui qu'ils jugeaient prioritaire à défendre. Droit à l'éducation, droit à la protection, droit à l'identité. Et pour porter cette voix plus loin encore, 4 représentants allaient être élus. 2 pour le foyer de l'Espérance de Yaoundé, 2 pour les chaînes Saint-Nicodème de Douala. Ces enfants auront la mission de représenter le Cameroun lors d'un événement régional au Congo. Pour cela, un véritable processus démocratique a été mis en place. Les candidats devaient préparer des arguments solides, défendre leur vision devant les autres, convaincre leurs camarades, puis passer par la voie des urnes. Une manière concrète de leur apprendre la responsabilité, la prise de parole en public et l'importance de faire entendre sa voix dans une cause juste. Ce séjour à Kribi, d'abord, comme je disais au début, c'est de préparer l'élection des 4 jeunes qui représenteront le Cameroun à la rencontre internationale à Brazzaville. Mais d'abord, c'est d'inculquer aussi aux jeunes la manière dont ils peuvent mener des actions, des plaidoyers pour leur cause, pour leurs droits. Après plusieurs jours d'échanges, d'ateliers et de réflexions partagées, les enfants ont finalement fait un choix clair et profondément significatif. Parmi tous les droits qu'ils ont étudiés, c'est le droit à la santé qu'ils ont décidé de défendre. Pour eux, ce droit est la base même de la vie. Sans santé, il n'y a ni école, ni jeu, ni avenir. Et dans leur réalité, la santé est souvent un luxe. Accès difficile aux soins, absence de couverture médicale, hôpitaux inaccessibles ou mal équipés, manque d'écoute et de respect de leur douleur. Ce choix démontre une maturité impressionnante et une conscience aiguë des injustices qu'ils subissent ou observent. En défendant ce droit, les enfants ne parlent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour des milliers d'autres enfants en Afrique, parfois oubliés des systèmes de santé ou victimes de violences et de négligence médicale. Pour porter haut cette voix, 4 représentants ont été élus à l'issue d'un vote démocratique. Ange, Bertin, Noël et Henri Joël ont été choisis par leurs camarades pour représenter le Cameroun lors de la rencontre régionale qui se tiendra au Congo. Ce sont désormais eux les porte-voix d'un combat vital, les ambassadeurs d'une jeunesse qui réclame ce qui ne devrait jamais être un privilège, le droit de vivre en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le droit à la santé? Mais avant d'arriver au on, pourquoi est-ce que j'ai choisi le droit à la santé? Parce que hier, quand il fallait choisir un droit, je n'ai même pas trop réfléchi. Je me suis une seule fois dirigé vers le droit à la santé. Parce que la chose qui m'a le plus marqué au foyer, parce que je suis au foyer, ça fait un peu plus d'1 an. Arrivé au foyer, j'ai vu plus d'une centaine d'enfants venir et partir, La plupart venaient, ils sortaient fraîchement de la rue, les tout petits. Si vous étiez là, vous deviez voir que la plupart venaient pour se faire soigner. Il y avait ceux qui venaient avec les blessures, ceux qui venaient avec les fractures, ceux qui venaient... Il y avait même d'autres qui quittaient même leur maison. Ils n'étaient même pas enfants de la rue. Ils viennent, peut-être là il y a un accident. Et en famille, on ne peut pas le soigner ou il n'y a pas les moyens. Il arrive au foyer, il veut se faire passer pour un enfant de la rue. J'ai vu ce cas. Il est venu avec une fracture au bras. Il a dit l'enfant de la rue, ceci, cela. Mais après les enquêtes, on a vu qu'il n'était pas enfant de la rue. Mais comme le foyer, c'est une œuvre de Dieu, parce que ce n'est pas seulement les hommes. On l'a pris en charge. Et j'ai été son garde malade. Sa facture s'est élevée à plus de 600 000. Et avoir des cas comme ça chaque jour, c'est un peu coûteux et paysan sur les institutions comme le foyer. Donc, aussi, parce qu'il faut que je développe bien le droit à la santé. Le droit à la santé, moi, m'a beaucoup marqué. Parce que le droit à la santé n'est pas seulement physique, c'est aussi mental.
Beaucoup d'enfants dans la rue sont traumatisés, beaucoup. Beaucoup, j'ai appris à parler, je parle anglais depuis parce qu'il fait la section anglophone. Mais j'ai appris à parler pidgin parce que beaucoup d'enfants de la rue étaient Bamenda. C'était des gens de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Beaucoup venaient vers moi parce que j'étais le seul qui pouvait essayer de les comprendre au foyer. Ils me parlaient de leur vécu, ceci, cela. Il y avait même un, je ne peux pas citer son nom, mais parfois dans la nuit, il se mettait à crier parce qu'il avait des flashbacks. Il se rappelait des moments qu'il a vécu et c'était moi qui le calmais. Personne ne comprenait pourquoi. Mais il lui avait dit que si un jour tu rêves encore, tu arrêtes les mamans, même tu commences à me griffer, tu m'appelles papa. Et c'est comme ça qu'il faisait parce qu'il m'a dit que son père avait été la première personne qu'il a vu qu'on a tué avec un fusil. Donc il m'appelait toujours papa, papa. Un temps on disait même que c'était mon fils au foyer, mais ça ne me dérangeait pas. Autre cas aussi, il y avait un petit garçon qui était venu tout récemment. Il avait un problème au niveau de l'anus. Il fallait qu'on lui fasse des pansements chaque jour. Les autres se moquaient de lui, mais moi j'ai pris le temps. Je suis allé le voir. Il dit, pourquoi toi tu peux même faire le pansement à l'hôpital, mais on ne voit pas où tu fais le pansement. Il ne voulait pas me parler au début. Mais j'ai fait preuve de gentillesse et de douceur et de patience aussi avec lui. Et avec le temps, il a commencé à s'ouvrir un peu à moi. Il m'a dit qu'il s'est fait violer plus de 5 fois dans la rue. À part le malheur qu'il a eu au niveau de l'anus, il y a aussi le malheur qu'il y a au niveau du cerveau. L'enfant là, présentement, il est toujours au foyer. Mais si vous-même vous restez avec lui, vous allez dire que l'enfant est bizarre. Tout le monde dit qu'il est bizarre, mais moi, je ne dis jamais qu'il est bizarre. Moi, je dis toujours qu'il est traumatisé. Parce qu'il a vécu, ce n'est pas facile. Il n'a même pas encore 10 ans. C'est un enfant de 8 ans. Et il m'a parlé des hommes qui le violaient, soit les hommes qui étaient dans la cinquantaine, qui partaient à 60 ans. Un homme comme ça qui monte sur un petit enfant, c'est pour faire quoi de lui? C'est un petit garçon que lui, vraiment, lui m'a marqué. Et c'est pour les enfants comme lui que moi j'ai envie d'aller au Congo. Ces enfants, comme ce petit anglophone, comme le petit traumatisé, comme celui qui est plate, qui avait le bras cassé. C'est pour eux que moi j'ai envie de partir là-bas, j'ai envie de parler, qu'ils ont aussi des droits. C'est pas parce qu'ils sont enfants de la rue qu'on doit les regarder mourir, on ne doit rien dire. C'est pas parce que, même étant en famille, la famille n'a pas l'argent, qu'on doit les laisser mourir. Parce qu'avant d'être enfant de la rue, il y a aussi enfants dans l'enfant de la rue. Nous sommes d'abord des enfants. Nous avons ce droit. Ce droit est fondamental. Si on n'a pas la santé, on n'a pas la vie. Si on n'a pas la vie, on n'a pas d'avenir. L'avenir, c'est nous l'avenir de demain, comme on dit. Et si on meurt chaque jour, qui sera l'avenir de demain? C'est satisfait parce que c'est en lien aussi avec un projet plus large qui est vraiment un plaidoyer au niveau des 2 associations, la chaîne des foyers Saint-Nicodème et les foyers de l'Espérance. Et les équipes éducatives, c'est-à-dire vraiment les adultes, on s'était réunis en janvier pour parler de ça et on avait choisi justement le droit à la santé comme étant un droit prioritaire sur lequel on voulait vraiment peser pour les années à venir et militer pour que les enfants en situation de rue aient davantage de droits, qu'ils aient un accès beaucoup plus facilité aux moyens de santé, qu'ils aient éventuellement un bilan de santé à leur arrivée dans les centres. Et c'est rigolo de voir que finalement les jeunes eux-mêmes, ils ont choisi le droit à la santé sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Donc ça montre, à mon avis, que c'est vrai, qu'il y a vraiment un enjeu sur la question du droit à la santé au Cameroun. Et pour ce qui est du processus, comment est-ce qu'on est arrivé à vraiment choisir le droit à la santé? Je suis aussi satisfait parce que bon, c'était pas un exercice facile. L'idée, c'était vraiment que les jeunes puissent s'exprimer par rapport aux 10 droits fondamentaux et qu'ils puissent dire vraiment, en fonction du droit, qu'est-ce que ça leur évoque quand ils pensent à la situation au Cameroun, est-ce qu'ils pensent que ce droit est respecté ou pas, et qu'ils essayent vraiment de réfléchir personnellement, quitte à aussi donner des exemples de leur vécu, de leur expérience personnelle. Et ça, finalement, c'est pas un exercice facile parce que c'est, bon, déjà, c'est pas facile de parler de soi, et c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est jeune, de parler de soi et de pas juste se contenter de donner une définition, d'être très scolaire, quoi. Donc, c'était une nouvelle méthode de travail et je trouve que les jeunes ont quand même bien saisi la chose. On a pris du temps, c'était long. On avait dit 1 heure pour l'atelier, on a mis quasiment 3 heures, mais je pense que c'était nécessaire.
Ce combat ne peut rester isolé. Il ne concerne pas seulement les associations, ni uniquement les enfants. C'est un combat collectif, un combat de conscience. Les enfants de la rue sont des victimes silencieuses, victimes de l'abandon, des choix parfois tragiques de leurs parents, mais aussi et surtout victimes de l'indifférence de la société. Cette semaine passée à Kribi a été riche d'enseignements, de partage, d'humanité. Au-delà des ateliers, des débats, des réflexions, ce séjour a aussi été une parenthèse de joie, de rire, de détente. Nous avons joué au football, visité la plage, nagé sous la vigilance des encadreurs, exploré la ville de Kribi. Nous avons bien mangé, bien dormi, nous avons vécu. Car il ne faut pas l'oublier, ce sont des enfants, ils ont besoin d'apprendre, mais aussi de jouer, de rêver, de respirer. Ce programme a su allier la profondeur du plaidoyer à la légèreté de l'enfance. Et c'est cela qui le rend exceptionnel. Les enfants ont été écoutés, outillés, valorisés. Ils repartent avec des connaissances, mais surtout avec la conviction qu'ils peuvent eux aussi faire bouger les lignes. Ces initiatives ne doivent pas être des exceptions. Elles doivent devenir des habitudes, des politiques, des engagements durables. Parce que quand on écoute un enfant, on change le monde. Et parce que derrière chaque enfant sauvé de la rue, c'est un avenir qu'on répare, une nation qu'on relève. Personnellement, je trouve que le travail qu'on a fait ici, c'est un travail assez méthodique. Et la participation des enfants a beaucoup joué. Pour moi, j'ai trouvé que les enfants se sont exprimés. Ils ont eu le courage de pouvoir s'exprimer avec l'appui des adultes. Les adultes n'ont pas vraiment fait grand-chose dedans, mais ils se sont exprimés. Ils ont eux-mêmes eu l'esprit de discernement, de choisir ce qui serait utile, qui répond à leurs attentes. Comme premier besoin, ils ont vu que la santé est prioritaire. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi ça. Ils pouvaient même choisir la protection, bien évidemment, mais ils pensent qu'un corps sain peut faire mieux. Mais lorsque on est malade, on a des forces diminuées et on ne peut pas s'exprimer. La première priorité, c'est d'abord d'être en santé. Et ça, je ne m'attendais pas à ça pour ces enfants-là. Je ne m'attendais pas qu'ils discernent de cette façon-là. Vraiment, j'encourage les directeurs, à savoir le père Toubian et le père Serge, pour l'initiation qu'ils ont prise. Et aussi le partenaire qui leur a proposé un travail et ils ont accepté. Je souhaiterais que des initiatives telles que celle-là continuent et que les enfants trouvent au moins un milieu où ils peuvent s'exprimer eux-mêmes, où ils peuvent revendiquer eux-mêmes et défendre leurs propres droits.